Bonjour à tous. Il fait déjà chaud. Merci d'être si nombreux. Darwin, mode d'emploi, effectivement, le titre peut paraître anecdotique, énigmatique, excusez-moi, ça commence mal. Le titre peut paraître énigmatique. Et pourtant, en fait, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est surtout Darwin, mode de contre-emploi. Car, comme vous le savez, jusqu'à présent, on a surtout traité dans ce cycle de conférences d'un Darwin en tant que scientifique dans ses propos de scientifique, mais ces propos ont des répercussions évidemment en dehors des sciences, et ces répercussions ne sont pas toujours, positives, et surtout la façon dont les sociétés utilisent Darwin, quelle que soit leur motivation, eh bien, ne sont pas toujours fidèles à l'esprit du contexte scientifique et de l'esprit scientifique dans lequel la théorie a été élaborée. Alors c'est un peu de ça dont on va parler ce soir, et je crois qu'à chaque fois qu'on voit remise en cause la théorie darwinienne de l'évolution, la première question, ça va sans dire presque pour un scientifique, mais moi j'aimerais bien que ce soit davantage partagé avec le grand public. La première question qui vient à l'esprit, c'est qui remet en cause Darwin et comment? Et encore une fois, c'est évident pour nous, mais je m'aperçois ô combien utile il est de rappeler que Darwin fait un travail de scientifique en 1859 lorsqu'il publie son ouvrage de l'origine des espèces. Et évidemment, d'autres ouvrages qu'il a fait par la suite. Donc Darwin fait d'abord un travail de scientifique, et on ne peut pas examiner, si vous voulez, les répercussions ou les propos qui sont tenus sur une théorie scientifique dans nos sociétés sans, quelque part, traiter de la question de ce que c'est qu'un travail scientifique. Eh bien, ça paraît évident, mais quand on utilise Darwin à d'autres fins que la seule fin des avancées des connaissances objectives, on a un certain nombre de prescriptions à donner pour ne pas dévoyer un travail de scientifique en dehors de son champ de légitimité. Il ne faut pas tirer des conclusions abusives en dehors des sciences. On va voir ce que peuvent être des conclusions abusives. Ne pas faire dire aux sciences ce qu'elles ne disent pas, et ne pas laisser les sciences se faire instrumentaliser. Alors, les trois motifs habitent un certain nombre de critiques dans nos sociétés occidentales et même orientales aujourd'hui du travail de Darwin. Ces trois motifs habitent ces critiques, et surtout les deux derniers sont des motifs récurrents dans les différents modes du créationnisme qu'on rencontre dans les sociétés, qu'elles soient anglo-saxonnes ou qu'elles soient musulmanes. Enfin, protestantes pour ce qui relève des États-Unis d'Amérique et de l'Australie, et puis musulmanes pour ce qui relève de la Turquie ou d'autres pays. Donc, vous voyez, là, on en vient forcément, sur le contre-emploi de Darwin, à se poser la question, finalement, de qu'est-ce que c'est que cette science dont on dit qu'il ne faut pas qu'elle sorte de son champ de légitimité, et dont on dit qu'il ne faut pas qu'elle se laisse instrumentaliser. Ça veut dire qu'elle a des objectifs qui lui sont propres, et qu'il s'agit de ne pas dévoyer ces objectifs. Donc la question sur qu'est-ce que la science est centrale pour comprendre les enjeux sociétaux d'une répercussion du travail du scientifique Charles Darwin, et puis de ses successeurs, bien sûr. On peut appliquer cela à la théorie darwinienne de l'évolution telle qu'elle existe aujourd'hui, bien sûr. Alors, 4 acceptions courantes du mot science. On ne peut pas comprendre les critiques de Darwin lorsqu'ils viennent de l'extérieur des sciences si on n'a pas une idée précise de ce que fait le scientifique dans son travail. Un ensemble de résultats, de connaissances à une époque donnée, c'est le premier sens dans lequel on entend couramment le mot science. Je dois ces 4 acceptions courantes du mot science à Alan Sokal et Jean Bricmont dans un livre qui s'appelle Imposture intellectuelle, publié en 1997, et qui, incidemment, page 122, donne une liste de 4 acceptions courantes du mot science, et bien utile comme boîte à outils pour identifier la nature des critiques à l'égard d'une théorie scientifique, quelle qu'elle soit. Alors effectivement, le mot science, quand on dit la science sans préciser, ça peut être dans la bouche de quelqu'un un ensemble de résultats, à un moment donné, des connaissances. La science chinoise du XVIIIe siècle, c'est l'ensemble des connaissances et des procédés et des méthodes dont disposaient les Chinois au XVIIIe siècle. La science peut être entendue aussi comme une communauté, une institution de chercheurs, une société de chercheurs dans la société, avec ses rites, ses coutumes, ses gloires, ses misères, etc. La science est souvent entendue dans nos médias comme un ensemble d'applications. Et vous remarquerez souvent d'ailleurs que, surtout à la télévision, mais pas seulement, il y a même des centres de culture scientifique qui pratiquent cette réduction, la science réduite à un ensemble d'applications
de procédés techniques, et même ceux d'entre ces procédés techniques qui ont trouvé un débouché économique, ce qu'on appelle une innovation technologique. La science, pour ma grand-mère, c'est la machine à laver, c'est le pacemaker, c'est les fusées qu'on fait décoller pour aller sur la Lune, c'est ça la science. Et puis la science, c'est aussi une méthode rationnelle d'explication du monde réel. Alors vous voyez, ces 4 acceptions du mot science, si vous entendez un discours très critique contre les sciences, et quand on analyse un petit peu la façon dont les sectes utilisent les résultats des sciences, il y a souvent un effet de bord. Soit on est hyper critique, soit au contraire on pratique un scientisme échevelé, imprudent. La plupart du temps, ces postures s'expliquent par une confusion entre les 4 acceptions courantes du mot science. Dans la version critique, on rejette les sciences parce qu'on rejette la méthode rationnelle d'explication du monde réel, la science telle que nous, les scientifiques, nous aimerions la faire valoir, hein. Eh bien, on rejette cette méthode rationnelle d'explication du monde réel au motif qu'il y a des bombes atomiques. Voyez, au motif qu'il n'y a que des magouilles chez les scientifiques, sur le point 2 ça ne marche pas, j'ai pas eu le poste que je voulais, et ben je vais monter une officine parascientifique, pseudo-scientifique ou anti-scientifique à côté de l'institution, parce que l'institution ne m'a pas reçu en son sein. Si vous analysez la sociologie des milieux sectaires aujourd'hui ou la sociologie des créationnismes, vous trouvez ces profils, en quelque sorte. Les sciences sont récusées dans leur méthode d'approche du monde parce que les résultats sont instables. On reproche au point 1 de produire des résultats instables. Comment ça? On me dit à la radio qu'il y a des bactéries sur Mars, et puis 3 mois après, démenti, ce n'était pas des bactéries, c'était autre chose. Oh, mais qu'est-ce qu'ils racontent les scientifiques? Là, ça change du jour au lendemain. Quel est le crédit que je peux apporter à une démarche scientifique dont les résultats n'arrêtent pas de changer du jour au lendemain? Alors, vous voyez, le rejet de la méthode inconscient ou conscient d'ailleurs, au motif que l'un des 3 premiers motifs ne fonctionne pas comme on le souhaite. Alors je ne vous cache pas évidemment les analyses à faire sur ces procédés. La bombe atomique, elle n'est pas venue toute seule. Il y a peut-être des scientifiques qui ont contribué à sa fabrication, et à titre individuel, bien sûr, ils sont responsables, mais ils ne sont pas partis tout seuls dans le désert du Nevada avec leur vague à calcul. On était dans un contexte historique, économique et social extrêmement lourd. On était en guerre contre, enfin, les États-Unis d'Amérique étaient en guerre contre l'Allemagne. Il fallait avoir la bombe avant les Allemands. Bref, il y a un contexte social extrêmement prégnant qui ne permet pas de résumer, si vous voulez, l'existence d'une bombe atomique à une démarche rationnelle de la découverte du monde. Alors, excusez-moi si vous avez l'impression que je vous dis des évidences, mais je vous assure qu'il suffit d'en avoir idée, et ça dépiote une bonne partie des discours anti-scientifiques aujourd'hui, y compris dans des milieux intellectuels en France, hein. Alors, là, on va s'intéresser maintenant aux récupérations des sciences, car je vous parle de rejet, mais il n'y a pas que les rejets. Les récupérations fonctionnent aussi par une confusion entre la méthode rationnelle d'explication du monde et les 3 premiers sens, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander aux méthodes rationnelles d'explication du monde de se modifier elles-mêmes, c'est-à-dire d'évoluer en quelque sorte, pour pouvoir moraliser des applications, par exemple, au point 3, ou pour pouvoir promouvoir un code éthique dans la profession autre que celui qui existe aujourd'hui. Et je vais vous donner des exemples. Donc, aussi bien les critiques que les récupérations proviennent d'une confusion courante entre les 4 acceptions du mot science. Pourquoi? Parce que la science, finalement, dans nos sociétés, elle a un statut paradoxal. J'ai eu coutume de dire qu'elle n'est pas aimée pour ce qu'elle est et elle est aimée pour ce qu'elle n'est pas. D'abord, elle a une autorité, une espèce de prestige symbolique, lequel nage d'ailleurs dans une médiocrité matérielle sur laquelle on ferait bien de s'interroger. Peu de moyens de défense, si ce n'est symbolique, encore une fois, dans un procès. Les questions d'épistémologie sont souvent maltraitées. Je vous rappelle que Ian Plimer, géologue à l'université de Melbourne, lorsqu'il a porté plainte contre les créationnistes australiens pour fraude financière, fraude commerciale et fraude scientifique, a gagné son procès sur la fraude financière, sur la fraude commerciale, mais a perdu son procès sur la fraude scientifique. Alors ça se passe pas toujours comme ça. Vous avez entendu parler du procès de Dover en décembre 2005 aux États-Unis d'Amérique. Et au procès de Dover, il a été question d'épistémologie, parce que ce procès, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de statuer si la théorie dite de la conception intelligente,
Intelligent Design, donc une théorie scientifique entre guillemets promue par un think tank conservateur, le Discovery Institute à Seattle, et qui faisait beaucoup de bruit aux États-Unis à l'époque. Théorie scientifique de remplacement à la théorie darwinienne de l'évolution, qui n'est ni plus ni moins que la théologie naturelle de William Paley, mais qui, déguisée en science, pouvait passer dans les programmes scolaires américains. Et évidemment, là, la question est, est-ce que ce que l'on demande à passer comme théorie scientifique dans un programme scolaire est scientifique ou non? Donc on était vraiment sur des questions de périmètre de science. Vous voyez que là, on a un point de jonction entre de l'épistémologie qui n'est pas dont il ne s'agit pas toujours de discours éthérés d'intellectuels entre eux. Hein. L'épistémologie, c'est quelque chose d'important. Là, on a un point de jonction entre de l'épistémologie et du politique. Que sommes-nous habilités à enseigner dans un cours de sciences naturelles dans l'école publique, dans un pays laïque, car je vous rappelle que les États-Unis d'Amérique, dans la Constitution, est laïque, on n'est pas censé enseigner, faire du prosélytisme religieux dans une classe. Et à ce titre, d'ailleurs, à Dover, les promoteurs de l'intelligent design ont été refoulés et l'enseignement de cette théorie non scientifique, car elle a été déclarée non scientifique, a été jugé anticonstitutionnel. Donc, ils ont perdu leur procès. Donc, d'accord, l'épistémologie est toujours mal placée dans un contexte juridique et surtout un contexte conflictuel, mais néanmoins, elle peut quand même se faire valoir. Dover nous en donne un exemple en tout cas. Donc il y a une efficience des sciences qui font que beaucoup d'acteurs ont intérêt à utiliser le vernis de la science. Et ce vernis, d'ailleurs, il passe souvent par l'investissement du point 2 et du point 4. Alors, le vernis de la science, quand on veut obtenir des objectifs politiques sur l'éducation dans un pays, eh bien, on va essayer de modifier les méthodes qualifiées de scientifiques pour faire passer quelque chose qu'on a envie de faire passer pour scientifique, de manière à pouvoir l'enseigner, ou on utilise sur le point 2 les médailles de l'institution. Et il y a des organisations en France aujourd'hui qui fonctionnent sur les deux modes, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche à modifier les périmètres de la science pour y introduire des postures, des discours métaphysiques et des postures, on va dire, providentialistes dans l'éducation ou dans une recherche qui se qualifie de scientifique. Et on invite pour cela des prix Nobel, on utilise en quelque sorte pour accréditer le discours, le vernis qui est promu par le point 2, c'est-à-dire la communauté des scientifiques. Alors, pourquoi ce travail, allez-vous me dire, pourquoi ce travail de l'extérieur? Pourquoi est-ce que les sciences sont instrumentalisées, et en particulier les sciences de l'évolution? Je ne suis pas hors sujet là, on va bien traiter de la question de la théorie de l'évolution aujourd'hui, théorie darwinienne de l'évolution aujourd'hui, et la façon dont elle est reçue et traitée dans la société. Eh bien parce qu'il y a des forces dans la société qui ont besoin d'utiliser la science à d'autres fins qu'elle-même, c'est-à-dire à d'autres fins que la seule recherche de l'avancée des connaissances objectives. Pour ce qui est de la théorie de l'évolution, les forces mercantiles n'ont pas beaucoup sont pas tellement dans le sujet. Les forces mercantiles, c'est quand on utilise un argument scientifique qui n'est pas fondé pour vendre un produit. Là, ce n'est pas tellement le cas. Par contre, les forces idéologiques sont à l'œuvre, dès le début. Dès le début, je référerai à ce qu'ont dit Patrick Thor et Pierre-Henri Gouillon avant moi. À peine Charles Darwin avait-il sorti L'origine des espèces que deux individus contemporains de Darwin, Francis Galton et Herbert Spencer, piochent dans Darwin ce qu'ils ont envie de... Ils se sont servis de Darwin dans le sens où ils ont pioché ce qui les arrangeait. Galton pour promouvoir ce qu'on appelle l'eugénique négative, c'est-à-dire en quelque sorte la recommandation qui est faite de supprimer les individus biologiquement et socialement inadaptés, entre guillemets, de manière à améliorer la race humaine. Et puis Herbert Spencer, qui lui est le fondateur, comme on vous l'a dit, d'un système philosophique qu'on appelle l'évolutionnisme philosophique, et qui est en quelque sorte l'exportation brutale d'un struggle for life, d'une lutte pour la vie qui n'est pas comprise dans la complexité de l'œuvre de Darwin, qui n'est pas comprise dans le contexte dans lequel Darwin utilise cette expression, qui est utilisée comme un outil pour, en quelque sorte, promouvoir le laisser-faire libéral des sociétés anglaises de l'époque, à savoir ne pas aider les pauvres, car si nous aidons les pauvres, eh bien, nous diminuons en quelque sorte la valeur sélective de la société anglaise, je résume de manière extrêmement ramassée. Donc, si vous voulez, on a un travail idéologique qui se fait dès le début du vivant même de Darwin,
Quand je dis idéologique, j'entends par là qu'on vient se servir en quelque sorte. On n'utilise pas Darwin dans la compréhension, dans l'intelligence biologique dans laquelle son œuvre s'exprime, mais on va chercher ce dont on a besoin pour justifier des choses hors des sciences. Alors, religieuses, il y a des forces religieuses, bien sûr. Alors là, c'est un peu le sujet de ce soir, c'est-à-dire que à travers Charles Darwin, les sciences s'expriment sur un discours qui est le discours des origines. Alors pas l'origine de l'univers ni celui de la Terre tellement bien sûr, mais surtout l'origine de l'homme, l'origine des espèces, et l'origine des sociétés humaines. Et là, on est sur un terrain qui est déjà occupé dans la culture occidentale par un certain nombre de forces organisées. Alors on va appeler ça des religions si vous voulez, on pourrait l'appeler ça autrement. Et on va dire des groupes religieux, eux, qui, par moment, tentent de légiférer dans le monde physique. Alors là, on est encore dans une question de périmètre de science, c'est que si les scientifiques sont légitimes à énoncer des propos sur le monde physique, eh bien, les trois individus que vous voyez là considèrent que les religions ou les intuitions métaphysiques sont également, habilitées à légiférer dans le monde physique. Alors vous avez dans l'ordre Henry Morris, un des fondateurs de la Creationist Science aux États-Unis, de Heinrich au milieu, et puis Philip Johnson, le principal promoteur du dessin intelligent, enfin de la conception intelligente, version moderne ultra sophistiquée du créationnisme aux États-Unis d'Amérique. Qu'appelle-t-on un créationnisme? Au sens large, un créationnisme philosophique serait cette idée qu'il existe une entité extra-naturelle qui est à l'origine du monde naturel et qui l'a créé sous différentes manières d'ailleurs. Il y a plusieurs modalités de création possibles. En tout cas, il y aurait en quelque sorte une opposition à l'immanence de la matière. Je m'exprime. S'oppose au créationnisme philosophique un matérialisme philosophique. Un matérialisme philosophique affirmerait, lui, que la matière est suffisante, se suffit à elle-même pour expliquer ce qui existe et expliquer son propre changement, en quelque sorte. Et donc, ces deux postures opposées, le créationnisme philosophique, la matière n'est pas suffisante à elle-même, il faut une entité extra-matérielle, extra-naturelle pour, en quelque sorte, insuffler un mouvement à cette matière. Ce créationnisme philosophique s'oppose à un matérialisme philosophique qui dit la matière, elle se suffit à elle-même pour faire ce qu'elle a à faire. Eh bien, j'ai envie de vous dire tout de suite que ce n'est pas moi, en tant que scientifique professionnel, avec la casquette que j'ai ce soir, ce n'est pas moi qui vais statuer sur la philosophie au sens strict. Le statut du créationnisme philosophique n'est pas accessible aux scientifiques par voie expérimentale. Et donc, à titre collectif, en tant que collectif professionnel, les scientifiques ne sont pas habilités par leurs méthodes, par les méthodes qu'ils utilisent, ils ne peuvent pas statuer sur la question philosophique de la création. Par contre, à titre collectif, les scientifiques sont parfaitement habilités à dire quelles sont les manipulations qui sont à l'œuvre dans les créationnismes au sens restreint, c'est-à-dire lorsque ceux-ci se permettent de venir légiférer dans le monde physique, là où nous on peut faire des manips, si je peux le dire comme ça, et nier la théorie darwinienne de l'évolution, manifestation la plus courante de leurs propos. Prétention à une théorie scientifique de remplacement, car c'est la seule manière, depuis la fin des années 60, début des années 70, c'est la seule manière qu'ils ont trouvé de rebondir. C'est-à-dire que la négation pure et simple de la théorie darwinienne de l'évolution, si elle pouvait fonctionner dans les années 20, aux États-Unis notamment, ça ne peut plus fonctionner dans les années 60. Dans les années 60, il y a un changement de stratégie dans le monde anglo-saxon. Les gens se disent, si vous voulez remporter l'assentiment des classes moyennes et supérieures aux États-Unis d'Amérique et en Australie, il faut vendre plus de science aux citoyens. Il ne faut pas se mettre contre la science, mais il faut faire comme si nous étions nous-mêmes des scientifiques. Donc là, les scientifiques en activité sont habilités à identifier les contrefaçons. Nous sommes dans notre légitimité en tant que critique d'un créationnisme qui se qualifie lui-même de scientifique, et nous allons voir ce soir en quoi un créationnisme ne peut pas être scientifique. D'abord, il y a des créationnismes. Un créationnisme intrusif. Alors, intrusif au sens lourd. Alors là, vous avez entendu parler de ça dans les journaux, la négation pure et simple du fait évolutif, par exemple. Et la négation pure et simple, elle se manifeste dans sa brutalité par l'atlas que vous avez reçu, enfin nous l'avons reçu ici, dans les écoles et surtout dans les lycées en fait, en France, en janvier 2007, le fameux atlas de Haroun Yahya, qui nie purement et simplement le fait évolutif. Vous avez des milliers de photos, à chaque fois le procédé est le même, une photo de fossile, une photo d'actuel sur la même page,
et on vous dit que le fossile et l'actuel sont identiques, et on en conclut il n'y a pas d'évolution. Vous voyez que les fossiles sont comme les actuels. Alors, quand on reçoit cet atlas, je ne sais pas s'il faut rire ou pas, enfin on rigole quand même, parce que en plus, les photos sont truffées d'erreurs taxonomiques. Les identités qu'on vous montre, il y a par exemple un échinoderme crinoïde, et puis à côté, on vous met un vertubicole, et on dit, regardez, c'est les mêmes, ils n'ont pas évolué. Mais on pourrait faire un listing extrêmement long des erreurs qu'il y a dans cet atlas. Mais je crois que c'est la dernière chose à faire. Car en dépiotant les erreurs à la face du monde sur un site web, par exemple, vous accréditez indirectement l'idée que s'ils ne s'étaient pas trompés, alors leur démarche aurait pu être légitime. Et c'est pour ça que nous avons, nous, au Muséum, décidé de ne surtout pas réfuter l'Atlas de la création, car c'est un service à leur rendre. Le piège était tendu, et je pense que pas grand monde est tombé dans le piège, heureusement. Mais si vous dénoncez l'Atlas sur le plan strictement factuel, alors que vous oubliez en même temps de le dénoncer sur le plan épistémologique, vous loupez, vous faites même leur travail, en fait. Donc je suis convaincu que le travail à faire, c'est le travail qu'on fait ce soir, c'est-à-dire de communiquer au public les éléments épistémologiques qui montrent que cette démarche ne peut pas être scientifique, quel que soit le niveau d'erreur qui est contenu dans les photos, vous voyez. Donc nier la science purement et simplement, il n'y a pas d'évolution, les fossiles sont comme les actuels. Mimer la science, Morris et Gish, j'en ai déjà parlé. À la fin des années 60, Morris et Gish disent « Vendez plus de science, ne soyez pas contre les scientifiques ». Et ils inventent ce qu'on appelle la creationist science, la science créationniste, qui se propose de prouver scientifiquement le contenu littéral d'un texte sacré. Plier la science, intelligent design, on en a parlé 2 fois déjà dans les séances précédentes. Pour faire très vite, l'intelligent design, avec un mot aussi compliqué, la conception intelligente, vous pouvez analyser ça dans tous les sens que vous voulez, ça n'est que le retour de la théologie de l'anglican William Paley, mais cette fois-ci déguisé en tant que science. Il s'agit d'un discours proprement théologique. Je vous explique, parce qu'il est bien identifié dans l'histoire, ce discours. C'est la métaphore de l'horloger. Vous ramassez une montre, vous constatez que dans la montre, chaque pièce a une forme merveilleusement agencée à la fonction qu'elle remplit. Vous vous dites, bah, tiens, d'où vient l'adéquation merveilleuse, enfin remarquable, entre la forme et la fonction dans une montre. Chaque forme semble concourir au bon fonctionnement de l'ensemble. C'est quand même stupéfiant. Il y a un horloger qui a fabriqué cette montre, forcément. Il est à l'origine de la perfection fonctionnelle. Mais on transpose, ça n'est qu'une analogie, hein, on transpose la montre dans la nature. Et on dit, bon sang de bonsoir, le rayon de courbure du cristallin, c'est pile poil ce qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent sur la rétine. Oh, que l'œil est bien fait! Que l'œil est bien fait, messieurs, dames. Et donc, à l'origine de cet œil bien fait, il ne peut y avoir qu'une conception intelligente. Eh bien, vous pouvez mettre ça avec des arguments de biologie cellulaire, de contrôle génétique du développement, de régulation génétique, car aujourd'hui, ce n'est plus l'œil qu'on vous sert sur les sites web, bien sûr. C'est trop galvaudé. Vous auriez l'impression d'avoir affaire à un vieux créationnisme. Ces gens-là sont modernes. On vous parle de génétique, vous comprenez. Mais vous regardez le raisonnement, au bout du compte, c'est le même. L'intelligent design n'est ni plus ni moins que la volonté de réintroduire la providence, parce que le concepteur, c'est la providence, ça ne peut pas être autre chose. Il est défini comme extra-naturel. Donc, désolé, mais il faut mettre les mots sur les mots. Réintroduire la providence en tant qu'explication scientifique. Et ceci, nous ne l'avions plus fait depuis 250 ans. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans à peu près, les scientifiques avaient renoncé précisément à ceci. Et j'ai même envie de vous dire, le progrès expérimental de la moitié du XVIIe au début du XIXe, le progrès expérimental a été permis précisément par cette idée que des hommes ont décidé de ne plus avoir recours dans le champ de l'explication rationnelle du monde réel, s'il y avait une vraie question spécifique à poser sur le monde, attendant une réponse spécifique, eh bien, le recours à une providence omnipotente annulait d'elle-même l'effort expérimental. Et c'est donc parce que les gens ont laissé la providence au vestiaire, si je peux le dire comme ça, que le laboratoire a pu devenir plus efficace, en quelque sorte. Eh bien, ces gens-là vous proposent de réintroduire, en quelque sorte, la providence dans le laboratoire, et on se demande ce que vont devenir les efforts expérimentaux si nous nous permettons, en tant qu'explication rationnelle du monde réel, je répète, hein, d'introduire un acteur extranaturel, omnipotent et omniscient. Le spiritualisme englobant, c'est la dernière version la plus sophistiquée des créationnismes. Et là, vous avez vraiment l'impression d'avoir affaire à des scientifiques. Tenez-vous bien, on y va.
c'est encore plus subtil. Ces gens-là vous disent « Ah, on n'est pas de l'intelligent design. » Non, 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 c'est pas nous. On n'est pas non plus, on n'a pas les gros sabots de Maurice et Guiche, hein, c'est pas ça non plus. Science et religion ne doivent pas se mélanger, nous dit-on. Ah, très bien. On progresse. Mais science et religion ne doivent pas se mélanger, mais, il y a un mais, attention, science et théologie sont complémentaires l'une à l'autre, elles sont même déclarées comme convergentes, et on somme les scientifiques en tant que profession constituée. Je n'ai pas dit en tant qu'individu, j'ai dit bien les scientifiques. On somme les scientifiques en tant que profession constituée de rentrer dans un puzzle dont les contours sont définis par le discours théologique. Donc vous comprenez bien, il ne s'agit pas de mélanger l'investigation scientifique avec le recours à la providence, il s'agit de faire épouser aux sciences un contour qui lui est imposé de l'extérieur. Or, je vous rappelle que on va voir dans un instant ce que c'est que la démarche scientifique, elle a sa propre procédure d'auto-validation, elle ne doit dépendre d'aucune contrainte extérieure. Je ne dis pas quant à ses objectifs, la science quant à ses objectifs, elle est décidée par des politiques et par des citoyens. C'est nous qui décidons en quoi nous voulons utiliser nos sciences. Mais quant à la prescription de ce qu'il s'agit de découvrir sur le monde réel, nous n'avons pas de contraintes, quelles qu'elles soient, à subir. À chaque fois que ça s'est produit dans l'histoire des sciences, ça a été une catastrophe. Lorsque Staline a voulu prescrire ce qu'il était bon de dire en génétique ou pas, on a bousillé en URSS 2 générations de généticiens. Lorsque Hitler a dicté aux anthropologues ce qu'il fallait dire sur les juifs, eh bien, on a eu une anthropologie faite sur mesure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bref, on ne peut pas dicter de l'extérieur aux scientifiques ce qu'ils ont à trouver, car la validation, d'abord, elle est collective et elle porte en elle-même sa dynamique propre. Donc ce puzzle en question, j'ai envie de vous dire, il intéresse peut-être l'individu, je ne le nie pas. À titre individuel, il peut intéresser chacun. Mais à titre collectif, en tant que profession constituée, le puzzle ne nous intéresse pas. Alors quand vous dites ça à des théologiens ou à des philosophes, vous êtes traités d'horribles sectateurs. Mais nous sommes désolés, notre charte professionnelle ne nous impose pas de nous plier à un discours ou à des prescriptions de ce qu'il faut trouver, ou même de nous pencher sur les conséquences métaphysiques de ce que nous devons trouver. Nous ne trouvons rien sous prescription, nous ne trouvons rien nous ne trouvons rien de produit à dessein, en quelque sorte. Nos résultats ne sont pas produits à dessein, ni pour aucune morale, ni pour aucune politique, ni pour aucune théologie, quelle qu'elle soit. Alors, dans certains de ces mouvements, on vous propose d'incorporer des éléments de spiritualité et d'introspection dans la démarche scientifique. Il y a même une prescription de Jean-Paul II pour le jubilé 2000 sur ce que les scientifiques doivent faire lorsqu'ils font leurs recherches, et on nous demande, à nous, scientifiques, de ne jamais faire des expériences qui laisseraient trop de côté, en quelque sorte, qui laisserait trop de côté les éléments d'investigation qui pourraient éventuellement provenir de la foi, les intuitions qui pourraient venir de la foi. Donc, quelque part, à certains endroits, ces discours ne sont pas complètement séparatistes, il y a encore des mélanges qui se font. JTF, c'est John Templeton Foundation. Je vous rappelle que cette fondation protestante américaine travaille pour le progrès du dialogue entre science et religion et finance des laboratoires, y compris en France. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas la vie des laboratoires, que se faire financer par une organisation, c'est quelque part, si le financement est récurrent, s'il est ponctuel, encore, bon, il n'y a pas trop de problème, mais si le financement est récurrent, accepter un financement, c'est se mettre un boulet au pied, car le jour où le financeur retire son financement, bah, vous êtes drôlement embêté pour récupérer votre budget. Hein. Donc la John Templeton Foundation, laquelle donc finance l'Université interdisciplinaire de Paris en France et qui travaille, allez voir leur site web, Science and the Spiritual Quest, la science et la quête spirituelle, qui travaille justement à faire rentrer la science dans un puzzle théologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je ne tire pas de sonnette d'alarme, je ne veux pas vous alarmer, mais on a des intellectuels très en vue hein, qui vont à l'UIP. Luc Ferry, Jean-Marie Pelt, enfin j'ai toute une liste de noms si vous voulez, des gens qui font des têtes de gondole à la FNAC hein, et qui donc sont dans un travail d'asservissement en quelque sorte des sciences à un discours qui ne concerne pas les sciences, en tout cas à titre collectif, je répète. À titre individuel, je ne juge pas de ce que les gens peuvent faire ou doivent faire. Mais à titre collectif, notre profession n'a pas à recevoir de prescription de ce type.
Les stratégies. Alors, les enjeux et les stratégies. Les enjeux, monopole du discours sur les origines, ça c'est l'enjeu principal des créationnismes les plus durs, tels qu'on les voit aux États-Unis d'Amérique ou en Australie. Visée théocratique et investissement de l'éducation, ça c'est très clairement le programme exprimé par le Wedge Document du Discovery Institute à Seattle. L'intelligent design, c'est une théorie scientifique de remplacement à la théorie darwinienne de l'évolution qui est faite pour justement cadrer avec une politique de l'éducation et plus globalement une politique générale qui ferait des États-Unis d'Amérique une théocratie. Ils le proposent eux-mêmes, je n'invente pas le mot, c'est dans le document, c'est dans l'agenda politique de l'organisation. Domestiquer la science et les scientifiques, c'est ce que je viens de dire, donc pour la version la plus douce. Les moyens. Alors les moyens, je vous en proposerai 4. Une sélection de 4 moyens. Il y en a beaucoup, hein. J'en ai sélectionné 4 pour ce soir, parce qu'ils sont importants à comprendre. Par quels moyens peut-on faire croire aux citoyens que la théorie darwinienne de l'évolution n'est pas bonne, et non seulement fausse, mais pernicieuse pour la société, et en quoi il faudrait la remplacer par autre chose? D'abord, il y a un ressort extrêmement puissant chez les créationnistes, c'est la projection psychologique du destin. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et donc la fabrication d'une science de remplacement qui incorpore, elle, la providence, de manière à ce que nous soyons rassurés sur notre destinée. Deuxièmement, une confusion entretenue entre discours de fait et discours de valeur. Troisièmement, un brouillage sur le statut des théories scientifiques. Et quatrièmement, confusion entre, bien sûr, ce qu'un individu a le droit de croire et le contrat collectif d'une profession qui est la profession des scientifiques. Donc il y a 4 motifs sur lesquels je vais m'arrêter un instant. Moyen 1, projection psychologique du destin et invention d'une science de remplacement. Alors là, on est typiquement dans un schéma où on demande aux sciences de faire ce qu'elles ne sont pas faites pour faire. On leur demande de faire ce qu'elles n'ont pas à faire, c'est-à-dire nous rassurer. Qu'est-ce qui nous angoisse? Qu'est-ce qui angoisse le public? Enfin, nous, moi, je sais pas, je travaille dans la théorie de l'évolution, ça ne m'angoisse pas, mais il y a des gens qui la reçoivent mal parce qu'ils la reçoivent dans un champ psychologique qui est celui, finalement, d'une angoisse métaphysique, quelque part. Qu'est-ce qui nous embête? Eh bien, si on résume un petit peu les 3 points pour qu'il y ait sélection naturelle, je reprends le propos extrêmement central de Charles Darwin. Premièrement, il faut qu'il y ait variation dans l'espèce. Deuxièmement, il faut que les variants, enfin que les traits qui varient soient héréditaires, soient transmis de manière héréditaire. Troisièmement, il faut que le milieu, en quelque sorte, soit responsable, enfin, si je peux le dire comme ça, d'un avantage sur un trait héréditaire ou d'un désavantage sur le trait héréditaire, lequel entraîne ce qu'on appelle un succès reproducteur différentiel. Les variants momentanément avantagés font plus de petits à la descendance, et si ceci se répercute sur plusieurs générations, eh bien, le variant avantagé va avoir une fréquence supérieure, la population aura changé, l'espèce aura changé. Ce sont les 3 règles élémentaires pour l'évolution d'un caractère sélectionné par la sélection naturelle. Variation, alors un petit schéma que j'ai emprunté à Evelyne hier. En haut, à gauche, la variation. Un succès reproductif différentiel, ici l'exemple il est pris à partir de la prédation, un oiseau qui mange les petits scarabées verts, là. Transmission héréditaire du caractère, évidemment, et au bout du compte, eh bien, on n'a plus que des petits scarabées jaunes. Et la valeur sélective, c'est une moyenne qui se calcule dans les populations, peu importe, il ne faut surtout pas oublier que lorsque la population change, des variants continuent à arriver. C'est comme une boucle, si vous voulez. Ça ne s'arrête pas à un trait particulier dont la fréquence atteint 100%, tous les traits sont susceptibles de bouger à tout moment. Eh bien, qu'est-ce qui nous angoisse là-dedans? Eh bien, c'est que l'individu s'efface. Rappelez-vous ce que vous disait Pierre-Henri Gouillon, c'est quand même navrant pour nous, pour notre ego, mais finalement, comme nous ne transmettons rien de notre altération somatique à la génération suivante, l'individu se comporte comme un tuyau passif où on transmet les gènes qu'on a reçus de notre ascendance vers notre descendance. La seule façon dont nous puissions biologiquement, par laquelle nous puissions influer biologiquement sur le devenir, en quelque sorte, de l'espèce, c'est par le nombre de descendants qu'on va faire. Mais en dehors de ça, la sélection naturelle est un raisonnement populationnel, et ça c'est très important à comprendre. C'est un raisonnement populationnel qui efface l'individu. Ce qui est sélectionné n'est pas l'individu, mais la variation portée par plusieurs individus.
Et ça, si on n'a pas compris ça, on ne comprendra jamais l'évolution. Et je ne cesse, dans ma carrière, autant que je puisse faire de la diffusion des connaissances, je ne cesse de corriger les textes qui ramènent toujours le fait de sélection naturelle à un individu qui porterait un avantage. Ce n'est pas un individu, c'est des populations, bien sûr. L'individu s'efface, et puis, dans l'exemple qui est donné par les insectes, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'adaptation est le résultat de la sélection naturelle opérée sur d'innombrables traits. Un trait n'est pas adapté de fait, un trait il est avantageux ou pas avantageux. L'adaptation n'est que le résultat de la sélection naturelle, du filtre de la sélection sur des variants, opéré sur de nombreux traits. Donc un trait, on donne toujours un seul trait pour faire simple, mais n'oubliez jamais qu'il y a plusieurs traits sélectionnés en même temps, bien sûr, ce qui rend d'ailleurs l'adaptation comme étant un concept pas toujours optimal. L'adaptation n'est pas synonyme de perfection, bien au contraire, c'est quelque chose de continu, c'est une valeur continue. Eh bien là-dedans, il n'y a pas de destin. Alors non seulement je viens de vous dire qu'il n'y a pas d'individus, enfin il y a des individus, mais ils ne comptent que pour peu dans la sélection, mais en plus il n'y a pas de destin si vous pensez qu'il y a variation, héritabilité des traits variants et le milieu qui opère en quelque sorte cette fameuse sélection naturelle. Bien comme nous ne savons pas demain de quoi les milieux seront faits, il est impossible de prévoir un destin à qui que ce soit, où que ce soit. La sélection naturelle se traduit par un succès reproductif ou elle est le produit d'un succès reproductif différentiel, lequel succès reproductif, comme je l'ai dit, ne dépend entre individus que des milieux qui vont faire le tri entre les variants avantagés ou pas avantagés. Pas d'individu, pas de destin. Comment voulez-vous que la sélection naturelle nous rassure? Si on demande aux sciences de nous rassurer, parce que le problème il est là, c'est qu'on demande à sciences de faire ce qu'elles ne sont pas faites pour, c'est-à-dire en quelque sorte, nous sommes en tant que professionnels censés poser sur la table des questions de fait sur le monde physique, on n'est pas là pour rassurer les gens sur des angoisses métaphysiques. Donc si vous assignez aux sciences des objectifs qui sont ceux de la philosophie ou ceux des religions, évidemment, vous convoquez les sciences sur des terrains qui ne sont pas les leurs, et ça dérape. Et donc ça dérape pour l'intelligent design, par exemple, où on réinvente des contours de sciences de manière à assigner aux sciences cet objectif qui est de nous rassurer. Faites-nous un monde, vous, messieurs les scientifiques, faites-nous un monde qui incorpore la providence et qui nous rassure sur notre destin. Ou qui accrédite carrément la création. Alors là, c'est Maurice Egish, c'est la version dure, hein, c'est-à-dire faites-nous une science qui prouve la véracité du texte sacré dans sa littéralité. Mais, il y a un mais, en quoi nous, les scientifiques, nous sommes habilités à nous ériger contre ces manipulations? Eh bien, la science aujourd'hui, elle n'est pas, c'est pas n'importe quoi. Et comme je vous le disais au début, souvent, ça va mieux en le disant, il y a des choses qu'il faut absolument expliciter dès le plus jeune âge dans les cours de sciences. Pourquoi est-ce que ces discours ne peuvent pas tenir? Parce que depuis le XVIIIe siècle, comme je vous l'ai dit, les scientifiques ont décidé de ne plus collectivement expliquer la nature qu'à partir des seules ressources de la nature. Nous disent par exemple des gens comme Diderot ou comme Buffon ici au Jardin du Roi. Les scientifiques collectivement organisés, donc, ne traitent pas de questions métaphysiques, même s'ils peuvent s'épancher sur la métaphysique dans des livres qu'ils écrivent à titre individuel. Hein, je reviendrai sur la différence entre la dimension individuelle et la dimension collective. Même s'il leur arrive d'écrire des choses sur la métaphysique à titre individuel, à titre collectif, ils ne traitent pas de questions métaphysiques. Nous ne publions pas des articles de métaphysique, et nous ne publions pas non plus des articles où nous faisons état de nos options métaphysiques personnelles. Le but du travail des scientifiques, aujourd'hui, c'est de produire des connaissances objectives sur le monde réel. Alors, qu'est-ce que c'est que des connaissances objectives? En fait, ce sont des connaissances qui sont fondées sur la reproductibilité des expériences par des observateurs indépendants. Tant qu'on n'a pas reproduit une manip et qu'on ne l'a pas corroborée entre observateurs indépendants, cette manip, même si elle est publiée, ne peut pas rentrer dans le champ de la connaissance objective. On dit que le contexte de validation des découvertes scientifiques est un contexte collectif. Et parce qu'il est collectif, il est laïque de fait. Et ça, j'y reviendrai à la fin. Comme je vous l'ai dit, lorsque nous publions nos résultats, nous ne faisons pas mention de nos options métaphysiques personnelles. Le papier serait rejeté, je peux vous le dire tout de suite. Les scientifiques, ils n'ont pas besoin de se le dire entre eux. Hein. C'est une déontologie de fait qui est suivie dans le métier. Nous ne faisons pas état de nos options personnelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la providence ou la métaphysique sont au vestiaire. L'universalité de la logique et des réalités matérielles de ce monde
Alors là, justement, les sciences aujourd'hui sont fondées sur un universalisme, quoi qu'on en dise aux Nations Unies. Il reste un universalisme qui nous vient des Lumières et qui postule que les réalités matérielles de ce monde sont vraies ici et sont vraies au Chili ou au Japon. Ça ne dépend pas de la culture des gens qui regardent ces réalités matérielles et conditionne par là même la reproductibilité des expériences. Universalisme non dogmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sciences sont un universalisme non dogmatique. Les connaissances qu'elles produisent ont vocation à être universelles, c'est-à-dire à être vérifiées par des observateurs différents en culture, et non dogmatiques parce que ce qui est vrai à un moment peut parfaitement être mis en cause demain, c'est-à-dire qu'en fait nous ne cessons de remettre en cause ce qu'ont trouvé nos prédécesseurs. Cet universalisme n'est pas imposé par la force, mais il est imposé tout simplement par la possibilité qui est donnée à autrui de déstabiliser la connaissance qui a été produite. Et ça, c'est une propriété extrêmement forte que des connaissances scientifiques, quand vous l'opposez à la foi, par exemple. Quand des gamins dans les classes vous disent ah ben vous, madame, vous m'expliquez qu'il y a évolution des hommes et des singes, vous, c'est votre foi, ma foi, c'est de croire en la création. Il y a une différence entre les deux croyances, c'est qu'il y a une croyance qui se légitime par l'impossibilité même de sa propre remise en cause, alors que chez les scientifiques, justement, la connaissance est légitime par la possibilité qui lui donnait même d'être remise en cause. Donc c'est une propriété extrêmement forte en opposition à ce à quoi on voudrait nous mélanger dans certains cercles religieux. Donc la science comme méthode, il y a 4 piliers qu'il faut expliciter, et moi je vous propose cette boîte à outils, ce mode d'emploi en quelque sorte. Le mode d'emploi de Darwin, c'est le mode d'emploi des sciences. Il y a 4 piliers dont vous pourriez vous dire, voilà, si je casse un des 4 pieds, il n'y a plus de science possible. Et vous verrez que les créationnismes ne respectent pas justement ces piliers. Le premier pilier qui conditionne la reproductibilité des expériences et qui donc fonde l'universalisme non dogmatique des sciences, c'est le scepticisme initial sur les faits et leur interprétation. Quand on est scientifique, on fait des manips au laboratoire. Une manip, c'est difficile à mettre en place, c'est lourd, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça demande une organisation pas possible. Enfin bref, on ferait mieux d'aller se coucher. Hein. Eh bien non, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous sommes sceptiques sur le monde qui nous entoure, et en particulier sur, non pas sur nos méthodes, mais nous sommes sceptiques sur les résultats de nos prédécesseurs, et nous sommes sceptiques sur l'interprétation que nos prédécesseurs ont fait des phénomènes naturels. Nous sommes honnêtement sceptiques. C'est-à-dire que quand vous faites une manip, il y a bien un champ des possibles devant vous, vous savez bien qu'il y a un certain nombre de résultats vont pouvoir sortir, vous vous attendez à un champ des possibles, mais le fait de s'attendre à un champ des possibles, n'occulte jamais la possibilité d'une surprise. Nous nous faisons prendre par surprise, nos résultats nous surprennent parfois, et plus le résultat est surprenant, plus vous avez intérêt à le secouer et à le tester avant de le publier à la face du monde, parce que sinon c'est vos collègues qui vont vous s'en charger, et c'est jamais très plaisant de se faire réfuter, je suis désolé, mais quand on secoue un truc surprenant, c'est pas qu'on n'en veut pas, contrairement à ce que disent certains sociologues mal intentionnés, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est que quelque chose est d'autant plus secoué qu'il est surprenant précisément parce que si c'est pas vous le premier qui l'avez secoué, vos collègues vont pas vous faire de cadeaux. Donc plus c'est surprenant, plus ça doit être robuste en quelque sorte. Et donc vous mettez à l'épreuve la robustesse de cette découverte, de ce résultat. Nous sommes sceptiques par rapport à nos prédécesseurs et nous sommes sceptiques par rapport à nous-mêmes. Nous passons notre temps à vérifier que nos résultats surprenants ne sont pas des artefacts de manip. Eh bien ce scepticisme-là, il fait s'écrouler les prétentions scientifiques des créationnismes à lui tout seul. Pourquoi? En particulier le créationnisme scientifique de Maurice et Gish, car ces gens-là ont une programmatique de la découverte. Ce qui est à prouver est déjà écrit dans le texte. Comment voulez-vous que ces gens soient sceptiques quant au résultat qui va sortir? Voici, j'ai été chercher une programmatique de la découverte sur des sites de créationnistes. Voilà le créationnisme scientifique dur à la Maurice et Gish. Il faut prouver la création soudaine de l'univers, de l'énergie et de la vie ex nihilo. Il faut prouver l'insuffisance des mutations et de la sélection naturelle pour expliquer le développement de la vie. Il faut prouver les modifications limitées des types originels de plantes et d'animaux. Il faut prouver la généalogie séparée pour les hommes et les singes, etc. Prouver l'explication de la géologie, expliquer la géologie par le catastrophisme, le déluge, bien sûr, et puis la création récente de la Terre et de toutes les espèces. Ce qui est à prouver scientifiquement est déjà écrit. On ne peut pas avoir cette propriété qui est le scepticisme initial, et donc il ne peut y avoir de science dès lors. Le deuxième pilier, c'est le réalisme de principe. Il existe un monde là-dehors qui ne dépend pas, l'existence de ce monde ne dépend pas de la perception que j'en ai et du discours que j'en fais.
Ceci s'oppose à certaines écoles de philosophie où le monde des idées a une priorité ontologique sur les réalités matérielles que ces idées désignent, et on ne peut pas faire de science dans cette philosophie-là. Les scientifiques sont réalistes de principe. Le monde a une existence indépendante du descripteur. Quel sens aurait mon souhait de reproductibilité des expériences si je ne faisais pas le pari que le monde se manifeste aux Japonais, qui vont trouver les mêmes manips que moi, qui vont trouver les mêmes résultats que moi, de la même façon qu'il s'est manifesté à moi-même. Le monde a une existence indépendante de l'observateur. Troisième pilier, tout ce que la science appréhende du monde réel est d'un tiers ou propriété de la matière. Alors là, c'est très subtil à ce point-là. Ce matérialisme de méthode, on a passé, les sites web créationnistes ont passé pas mal de temps, dans leur version sophistiquée, si vous voulez, à faire passer ce matérialisme comme beaucoup de choses qui seraient rejetables. Alors, il mérite qu'on s'y arrête un instant. Ce que dit ce matérialisme méthodologique, c'est pas compliqué finalement, c'est ce dont nous sommes capables de nous emparer, nous les scientifiques, du monde réel, ces matières ou propriétés de la matière. Quand je dis propriété, ça peut être des propriétés très sophistiquées, hein, ça peut être des états mentaux, des relations sociales, des rapports économiques, enfin vous pouvez imaginer tout ce qui peut être propriété très sophistiquée de quelque chose dont on sait qu'il a en dernière instance un substrat et des déterminants matériels. En d'autres termes, à contrario, qu'est-ce que ça dit? Enfin, pas à contrario, mais en contraste, qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement que les scientifiques ne peuvent pas s'emparer expérimentalement d'entités qui sont déclarées a priori comme immatérielles. L'élan vital, les anges, les esprits avec un grand E, c'est-à-dire au sens de l'âme tel que les théologiens la définissent, c'est-à-dire immatériel par définition. Tout ce qui est immatériel par définition, on n'arrive pas à bosser avec. Donc ça n'est pas un matérialisme, offensif, ça n'est pas un matérialisme philosophique. Je n'ai pas dit tout est matière, j'ai simplement dit ce dont je peux m'emparer, c'est matière, s'il y a autre chose, je ne sais pas. Hein. Donc finalement, c'est un matérialisme humble, en quelque sorte, un matérialisme de méthode. Je ne peux travailler qu'à partir de la matière et pas avec autre chose. Alors, les sites web, et surtout les sites web de la version la plus sophistiquée, hein, la catégorie du bas, ce que j'ai appelé les spiritualismes englobants, passent leur temps à faire passer ce matérialisme-là pour un matérialisme vulgaire. Ah si les scientifiques se disent matérialistes, c'est qu'ils ils contribuent à l'essor du capitalisme, hein, ils fabriquent des produits à haute valeur ajoutée, les scientifiques. Hein. Bon, voilà. Je vous dis que les tours de passe-passe, ils sont... Matérialisme ontologique, alors on dit par exemple que ce matérialisme est un parti pris philosophique. Dès lors, alors là, vous allez voir le tour de passe-passe. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ça, c'est typique dans les écoles américaines. On dit « Ah, la théorie darwinienne de l'évolution est matérialiste. Elle est insufflée par un matérialisme philosophique. Nous réclamons, au titre de l'égalité de traitement entre différentes options philosophiques, que soit enseignée à l'école publique une évolution qui, elle, est fondée sur une philosophie spiritualiste. Et donc, on a une évolution avec Dieu dedans. Hein. Et on demande ce qu'on appelle un balance treatment, c'est-à-dire un traitement balancé entre quelque chose qui est l'intelligent design d'un côté et quelque chose qui serait la science normale de l'autre. Et donc ce matérialisme méthodologique, ils ont beau jeu stratégiquement de le faire passer pour une philosophie, car dès lors, ils se sentent légitimés à demander une autre philosophie en contrepartie, si vous voulez. Une idéologie, alors ça on l'a vu chez Philip Johnson, donc l'instigateur du mouvement des intelligents, faire passer le matérialisme scientifique comme du marxisme. Les scientifiques qui se disent matérialistes sont des marxistes. Alors je vous rappelle que si vous vous penchez un peu sur l'histoire des sciences et sur l'épistémologie, le matérialisme méthodologique, il date de bien avant, il date de l'Antiquité grecque, mais si vous voulez parler de sa renaissance en Europe au XVIIe, surtout XVIIIe siècle, eh bien, les manips se font dans ce cadre-là, déjà chez Buffon, par exemple, qui fait des expériences sur l'âge de la Terre. Enfin, tous les expérimentateurs du XVIIIe laissent de côté, en quelque sorte, des entités qui ne relèveraient pas du monde naturel. Et le réductionnisme. Le matérialisme méthodologique serait un réductionnisme. Nous les scientifiques, nous réduirions les rapports sociaux, les rapports économiques en termes de mouvement de molécules. Alors là, évidemment, c'est navrant de manipulation, mais que voulez-vous? Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Pierre-Henri vous l'a déjà fait. Vous avez entendu parler
d'émergence, eh bien, un matérialisme méthodologique intelligent, avec l'émergentisme, peut très bien concevoir que les propriétés d'un système complexe sont beaucoup plus que la somme des propriétés des parties qui constituent le complexe. Et qu'au fur et à mesure que vous intégrez des parties, il y a des nouvelles propriétés qui émergent. Et on peut se dire matérialiste et sociologue, et ce n'est pas pour ça qu'on décrit des rapports sociaux en termes de mouvements de molécules. Bien sûr, cette objection est bête à pleurer, bien sûr. Excusez-moi, mais des fois, quand on en parle, c'est affligeant. Donc, pour conclure sur le rapport entre science et philosophie, le matérialisme philosophique, quant à lui, a bien permis l'émancipation politique des sciences au XVIIIe siècle. Ça oui, revenons à l'histoire des Lumières. Vous voyez comment un matérialisme philosophique émancipe les sciences, mais en retour, les sciences n'ont rien à devoir à aucune philosophie. Comme je vous l'ai dit, les sciences doivent être libres pour être efficaces et clore, en quelque sorte, faire avancer notre appréhension rationnelle du monde, n'ont rien à attendre, n'ont pas à se faire dicter de l'extérieur d'aucune philosophie ce qu'elle doit produire, et ce qui serait produit d'ailleurs sur commande dans ce cas-là. Nous ne produisons rien sur commande, ni pour aucune morale, ni pour aucune philosophie. Et revenons au matérialisme de Darwin. Alors vous avez sûrement lu sur des sites web ou dans des livres que Darwin est matérialiste. Mais bon sang, il faut arrêter avec ça. Le matérialisme de Darwin est ni plus ni moins qu'un matérialisme méthodologique. Pourquoi on n'embête pas les chimistes? Pourquoi on ne dit pas, donnez-moi le nom d'un grand chimiste, Pauling par exemple, pourquoi on ne dit pas, Pauling il est matérialiste? Enfin, il faut arrêter. Le matérialisme de Darwin, c'est le discours, c'est la naturalisation de l'homme qui exige les sciences, tout simplement. Il ne s'agit pas d'une négation nécessaire de quelque aspiration métaphysique que ce soit. Comme dit mon ami Pascal Pic, c'est pas pour emmerder les religions que le chimpanzé est le gros frère de l'homme. Les scientifiques, ils n'y peuvent rien. Donc le matérialisme de Darwin n'est qu'un matérialisme scientifique, point. On ne le reproche pas aux chimistes, alors arrêtons d'embêter les biologistes avec ça. Les sciences peuvent opérer une contrainte passive. Ce que je suis en train de vous dire tout simplement, c'est que nous ne produisons rien, nous les scientifiques, à titre collectif, qui soit produit à dessein, je vous l'ai déjà dit, pour une morale particulière, pour une philosophie ou une politique particulière. Les résultats sont posés sur la table, ils sont seulement posés sur la table, donnés à disposition. Mais comme ce sont des résultats robustes en eux-mêmes, dont la validation émane d'un processus interne, ils représentent ce qu'on appelle une contrainte passive, et libre à toute philosophie de s'emparer ou non de cette contrainte passive. Et vous avez des philosophies, des écoles de philosophie qui ont décidé de ne pas en tenir compte, puis d'autres qui ont décidé d'en tenir compte. Enfin, nous ne produisons rien à dessein pour aucune philosophie. En quelque sorte, nous posons les choses sur un plateau et c'est à elle de se servir ou pas, en quelque sorte. Je parle des résultats, là, je ne parle pas des méthodes, je parle des résultats. Voyez ce que dit l'Intelligent Design à propos de ça. Alors, il faut faire échec au matérialisme scientifique et à son héritage destructeur sur les plans moral, culturel et politique, remplacé par la vision théiste qui veut que la nature et les êtres humains ont été créés par Dieu. Le problème là-dedans, c'est qu'il s'agit de faire échec au matérialisme scientifique, donc c'est de saper le troisième pilier que je viens de vous donner, c'est saper le troisième pilier parce qu'il y aurait des problèmes de morale en science. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais cette phrase est très riche de manipulation parce qu'on assigne au matérialisme scientifique une vocation qu'il n'a pas. Le matérialisme méthodologique n'est pas une négation métaphysique d'un créateur, si vous m'avez bien compris. Donc on lui assigne des objectifs qui ne sont pas les siens, et en plus on veut le détruire pour traiter de questions morales à l'intérieur de la démarche scientifique. Tiens. Il y a encore autre chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Dernier pilier, eh bien, il peut y avoir de science sans rationalité, logique et principe de parcimonie. La rationalité, elle est beaucoup plus large que dans les sciences. Bien au-delà des sciences, nous pouvons être des individus rationnels, bien sûr, mais toute la science est rationnelle. Faites des fautes de logique ou si vous n'êtes pas parcimonieux dans vos hypothèses, eh bien, vos collègues vont vous le faire remarquer et vous devrez réviser votre schéma. Donc la rationalité, bien entendu, est requise dans une démarche scientifique. Donc vous voyez que les créationnismes, qu'ils soient dans la version forte ou dans la version, on va dire, plus sophistiquée, font des entorses au moins au pilier numéro 1 et au pilier numéro 3. Ils ne peuvent pas, dans leur démarche, être qualifiés de scientifiques pour ce fait. Le moyen numéro 2, c'est la confusion valeur-fait. Faire dire aux sciences ce qu'elles ne disent pas pour mieux les annexer. Alors, exemple, on trouve sur le web « Darwin dégrade l'homme ». Ah, tiens, une théorie scientifique qui dégrade l'homme, et mieux,
Le dessin intelligent s'auto-promeut en disant que 80% des Américains sont choqués que soit enseignée à l'école publique une théorie scientifique qui dit que l'homme n'a pas plus de valeur que la vie d'un ver de terre. Alors là, vous avez donc une manipulation sur le discours des valeurs et les discours de fait. Ce que dit la théorie darwinienne de l'évolution, c'est que si l'homme fait partie du monde réel, et c'est le cas, il y a bien la question de l'origine de l'homme qui se pose. Il y a donc une assignation de l'origine de l'homme dans un arbre de la vie, si vous voulez, et que les méthodes par lesquelles on assigne une place à l'homme dans l'arbre de la vie, pour parler de son origine, eh bien, c'est la même méthode que celle avec laquelle on assigne une place au ver de terre ou à la pâquerette. Ce n'est pas un discours de valeur, c'est un discours de méthode de travail. L'homme n'a pas de valeur, en quelque sorte, de valeur spécifique, non pas parce qu'on nie sa valeur, mais c'est parce que les sciences ne traitent pas du discours de valeur. Les méthodes scientifiques sont amorales, et ce n'est pas parce que l'homme est l'homme qu'il faudrait utiliser des méthodes scientifiques spécifiques à l'homme. Donc c'est un discours méthodologique. Le discours n'est pas fait pour dégrader la valeur de l'homme en quelque sorte. Alors ceci est très sensible, et c'est pour ça, excusez-moi encore de vous dire des choses qui vous semblent peut-être évidentes, mais encore une fois, ça va mieux en le disant, parce que dans une classe, je vous assure que ce n'est pas évident. Si dans une classe, vous dites « l'homme est un singe », et que vous ne prévenez pas de quoi vous parlez, la moitié de la classe refuse l'assertion. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas que l'homme soit un singe? Parce qu'en fait, on n'a pas dit qu'on n'est pas dans le champ des valeurs, mais qu'on est dans le champ des faits observables. Si vous dites « l'homme est un singe dans le champ des valeurs », et c'est comme ça que le prennent la plupart des élèves, singe, dans les trois religions monothéistes, singe c'est une insulte, parce que ces trois religions passent leur temps à dénigrer tout ce qui peut ramener l'homme à son origine animale, si vous voulez. Ce qui rapproche l'homme de l'animal est dégradant, et puis alors en plus on sépare aussi la propriété d'un organe qui est le néocortex, on sépare les fonctions du néocortex du substrat matériel qui permettent ces fonctions. Enfin bref, vous m'avez compris, il est très difficile de parler, comment dire, d'une pensée ou d'une conscience, et encore moins d'une âme en tout cas, en faisant référence à son substrat matériel, d'une part, et d'autre part, il est très malvenu de parler de l'origine animale de l'homme dans une classe, si on ne dit pas qu'il s'agit d'un discours sur des observables. Alors, il faut dire effectivement que pour les scientifiques, singe, ça a une définition simiforme. Eh bien, ça a une définition, sont singes ceux des êtres vivants qui ont deux frontaux fusionnés sur le front en un seul frontal. Et si l'homme est un singe, c'est tout simplement par convention taxonomique, des conventions que les scientifiques ont fixées eux-mêmes, un singe c'est un animal qui a les deux frontaux fusionnés sur le devant du crâne. Ce n'est pas une insulte, c'est une question de fait observable. Si on ne dissocie pas les discours de valeur et les discours de fait, il est impossible d'enseigner les sciences à l'école. C'est aussi brutal que ça. Ça va beaucoup plus loin, je ne vous fais pas de dessin, pour être rapide, parce que ça en général on comprend bien. Il y a 25 ans, des généticiens ont dit qu'il ne faut pas être raciste parce que la science a dit que les races n'existaient pas. Eh bien on est dans la même confusion, si les sciences avaient dit que les races existent, alors faudrait-il être raciste pour autant? Vous avez compris le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien à faire entre des questions de fait et des questions de morale. Les bonnes raisons de ne pas être raciste, elles ne sont pas à aller chercher en science, elles sont à aller chercher dans le champ moral et politique. C'est nous, les citoyens, qui devons nous réunir dans l'arène et qui devons définir les raisons morales et politiques de ne pas être raciste. Mais ça n'a rien à voir avec ce que les scientifiques ont à découvrir sur le monde réel. Si vous ne respectez pas cette autonomie, si vous ne respectez pas cette étanchéité, vous voyez les scientifiques se faire dicter de l'extérieur ce qu'il est bon de découvrir sur le plan moral et ce qu'il n'est pas bon de découvrir sur le monde réel. La validation, elle vient de l'extérieur. Nous ne pouvons pas nous faire dicter ce que nous devons trouver sur le monde réel. Enfin, ce que nous devons, excusez-moi. Ce qui est à trouver sur le monde réel, la mise en intelligibilité rationnelle du monde réel, n'est pas dictable de l'extérieur. Et ça, si on ne le dit pas, on ne peut plus faire de science correctement. Alors ça n'a pas toujours été aussi simple. Là, un petit rappel historique. La confusion entre les discours de valeur et les discours de fait, elle a longtemps été prégnante dans les sciences. Au XVIIIe siècle, ce monsieur Linné que vous voyez en photo ici faisait de la systématique la science des classifications, la science divine.
Et il y avait une continuité à l'époque entre le discours scientifique et le discours théologique. La science était le serviteur de la théologie au début du XVIIIe siècle. C'était la norme. Elle commençait d'ailleurs à bouger, la norme. Le XVIIIe siècle est passionnant à ce titre, c'est qu'on voit justement une émancipation se faire au cours du XVIIIe. Mais les Français du Jardin des Plantes, ici, les Buffon, les Diderot pas loin, se moquaient de Linné parce qu'ils trouvaient qu'il en faisait un peu trop, justement, dans la confusion entre les discours de valeur et les discours de fait. Pourquoi c'est compliqué ces affaires-là? C'est compliqué parce que les sciences elles-mêmes ont passé 2000 ans à être en continuité avec des discours de valeur. Et c'est pas parce qu'on les a sortis, les valeurs, par la porte au début du XIXe siècle, qu'elles vont pas revenir par la fenêtre. Voilà, là, elles reviennent par la fenêtre. Et bien, pourquoi c'est toujours un homme qu'on vous fait évoluer sur les images? Pourquoi c'est l'homme qui invente le feu? Pourquoi c'est l'homme qui invente les outils et jamais les femmes, s'il n'y a pas un discours de valeur derrière ça? Et regardez les grades que la systématique a fait entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Eh bien, ces grades, je n'ai pas le temps de détailler, mais je pourrais longuement vous détailler en quoi ces grades sont la réintroduction d'un discours de valeur dans un schéma classificatoire, parce que si on met l'emphase sur la sortie des eaux qui justifie les poissons, c'est parce que les poissons n'ont pas fait quelque chose que nous avons fait, et c'est donc nous qui sommes au centre du monde dans ce cas. Les poissons ne sont pas sortis des eaux, c'est nous qui sommes sortis des eaux, vous voyez. Bon, les grades, on pourrait en parler longuement, je ne détaille pas, mais je voulais juste vous dire que ce n'est pas si simple. On sort le discours de valeur par la porte, mais il revient souvent par la fenêtre. Et Gould a très bien critiqué dans La vie est belle la confusion entre l'échelle de valeur et les questions de fait dans la réintroduction de la notion de progrès évolutif dans la théorie synthétique de l'évolution. Progrès, perfection sont des notions de valeur, ce ne sont pas des notions scientifiques. Elles n'ont rien à faire dans une théorie scientifique. Et une fois qu'on a bien dégagé tout ça, on peut faire de la systématique en traitant uniquement de questions de fait. Confusion, amoralisme, immoralisme des méthodes scientifiques. Eh bien là, sur l'ensemble des travaux qui sont faits par les créationnistes ou par certains politiciens d'ailleurs, sur la théorie darwinienne de l'évolution, on vous explique que Darwin, c'est pas bien parce que c'est immoral. Et d'ailleurs, la science non plus, d'ailleurs, c'est pas bien parce que la science est immorale. Elle a fait les bombes atomiques, je vous le rappelle, elle a fait les armes chimiques. Et donc il faut changer les méthodes scientifiques et réintroduire la religion dans les méthodes scientifiques de manière à moraliser la science. Alors là, il y a plusieurs tours de passe-passe qui sont faits. On confond le cœur méthodologique des sciences qui est amoral, et on ne veut surtout pas voir qu'autour d'un cœur méthodologique qui ne serait que amoral, il y a une couche du contrôle social de l'activité des scientifiques qui, elle, est morale. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre en quoi la science n'est pas immorale. La morue est plus apparentée au Saint-Pierre qu'elle ne l'est de la baudroie. La baudroie est plus apparentée au poisson-coffre qu'elle ne l'est de la morue. Ah mince, j'aurais bien aimé que la baudroie soit proche de la morue parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Le résultat, il est moral ou il ne l'est pas? L'algorithme qui a construit l'arbre et qui, en quelque sorte, maximise la contiguïté des états de caractère dans l'arbre phylogénétique, l'algorithme, il est moral ou pas? Les questions de méthode scientifique sont hors champ. La morale est complètement hors champ. Les sciences, dans leur méthode de travail, sont amorales. Par contre, l'objectif des sciences, enfin d'une science particulière, les objectifs auxquels on assigne un programme de recherche, là, ces objectifs, effectivement, ils ont à être définis par une université, des citoyens. Enfin, il y a un contrôle social de l'activité des scientifiques, bien sûr, mais on ne va pas mélanger les deux. Pour vous donner un exemple, ma morue, je l'ai anesthésiée avant de la tuer. Eh bien, l'anesthésie, elle se passe dans la couche bleue qui est là. Les relations phylogénétiques entre les morues, les baudroies, etc., c'est dans le cœur violet. L'anesthésie est tellement inintéressante pour la démonstration des relations d'apparentement entre les poissons téléostéens que ça ne figure même pas dans le rapport du protocole que je publie dans mon article scientifique. L'anesthésie de l'animal n'est pas publiée parce que ça n'a rien à voir avec la démonstration. Donc ce n'est pas parce que le cœur méthodologique des sciences est amoral qu'il n'y a pas autour un contexte social de contrôle de ce que font les scientifiques dans les programmes de recherche. Donc l'éthique, quand je dis que la science est amorale en méthode, je ne récuse pas l'éthique, comme on m'accuse de le faire dans le journal Le Monde, par exemple. Ce n'est pas une récusation de l'éthique, c'est tout simplement une reconnaissance d'une différence entre le volant et le moteur. Vous voulez mettre... Alors les spiritualistes englobants vous disent les sciences sont immorales, il faut mettre Dieu dedans. Alors ils voudraient vous mettre Dieu dans le moteur, c'est-à-dire dans le cœur violet ici,
au lieu de le mettre dans le volant, c'est-à-dire dans le contrôle social de ce vers quoi les scientifiques vont. Au demeurant, d'ailleurs, il faudrait s'interroger de savoir si c'est vraiment Dieu qui est le monopole de ce qui est moral ou pas, mais ça c'est une question philosophique que je ne traiterai pas ce soir. Et vous retrouvez ça dans l'intelligent design, faire échec au matérialisme scientifique et à son héritage destructeur sur le plan moral, culturel et politique. Si vous avez compris l'épistémologie, c'est-à-dire les méthodes de travail des scientifiques, eh bien, vous vous dites qu'est-ce que le matérialisme scientifique, c'est-à-dire cette idée que je ne m'empare du monde réel que ce qui est matière, propriété de la matière, qu'est-ce que ça a à faire avec la destruction des sociétés occidentales sur le plan moral? On ne voit vraiment pas le rapport. Le remplacer, alors le rapport, on le voit par la suite. Ah ben, si on dit ça, effectivement, en contrepoint, on remplace les méthodes scientifiques par une vision théiste, etc. Bon. Dernier moyen, avant-dernier moyen, rapidement, travail sur le statut des théories scientifiques. Ça va vite. On vous dit l'évolution n'est qu'une théorie. Alors ça, aux États-Unis et en France, vous l'entendez. L'évolution, on n'en sait rien, c'est qu'une théorie. Moi, je ne l'ai pas vu, l'évolution. Alors ça, quand on vous dit que l'évolution n'est qu'une théorie avec Q apostrophe, on vous sous-entend qu'une théorie, c'est pas très fiable, c'est une élucubration, c'est de la spéculation. Ce qui est noble, c'est les faits. Et vous verrez toujours dans les sites créationnistes une opposition permanente entre les faits et les théories. Alors les gens disent la plupart du temps, l'évolution, c'est de l'idéologie, c'est de la philosophie. Nous, on regarde vraiment les faits. Vous verrez que le recours aux faits, c'est le recours à l'autorité. Attendez, eux, c'est des idéologues, nous, on regarde les faits, disent les créationnistes. Et c'est terrible, comme ce discours est martelé. Moi, j'ai envie de vous dire, un vrai scientifique sait très bien que les faits et les théories fonctionnent ensemble. Il n'y a pas une théorie, qu'est-ce que c'est? C'est une construction intellectuelle qui a pour fonction de maximiser la cohérence d'un nombre extraordinaire de faits de toute nature. La théorie est là pour, en quelque sorte, mettre en accord, mesurer l'agencement des pièces de puzzle qui sont de toute nature. Et d'ailleurs, il manque des pièces au puzzle, et la théorie permet de donner sens au manque qu'il y a dans le puzzle. Il y a des pièces de puzzle qui manquent, et plus une théorie est cohérente, plus vous pouvez faire de prédictions sur la pièce manquante du puzzle, et même d'ailleurs, plus la théorie est cohérente, et le plus souvent, plus vos prédictions s'avèrent vérifiées. Faits et théories fonctionnent ensemble. Une théorie est là pour maximiser la cohérence des faits entre eux, et les faits sont là pour qu'une théorie leur donne sens. Un fait tout seul n'a jamais de sens. Si je vous dis, je trouve un numérus humain dans le Crétacé, vous bondissez? Non, personne ne bondit. Non, d'accord. Bon. Un numérus humain dans le Crétacé, vous savez ce que c'est qu'un numérus, qu'est-ce que c'est qu'un humain, vous savez la stratigraphie, vous savez ce que c'est que le Crétacé, vous avez un ensemble de connaissances extraordinaires, elles-mêmes habitées par des théories multiples, qui donnent une appréhension du fait qui vous fait bondir, en principe. Ouais. Alors, Charles Otis Whitman, zoologiste, disait « Une théorie sans fait n'est qu'une fantaisie, mais des faits sans théorie ne sont que chaos ». J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'elle montre bien que les deux marchent ensemble et qu'il n'y a pas à séparer les faits et les théories comme le font les créationnistes. Voici un animal du Permien, Mésosaurus, qu'on trouve en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Eh bien, cet animal est aquatique, mais il vit dans les rivières. Et puis, il y a toute une flore avec lui, il y a toute une faune. Enfin, toute cette flore et cette faune du Permien sont retrouvées fossilisées en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Voilà deux théories. Si les théories dépendent des faits pour être appréhendées, comment faisons-nous pour changer de théorie alors? Eh bien, on met des théories en concurrence. Vous voyez le fait X. Le fait X, c'est le fait que ces animaux, cette faune et cette flore, soient ensemble trouvés dans les couches du Permien, dans deux continents qui aujourd'hui sont séparés. Dans la théorie numéro 1, qu'on appelle la dérive des continents, ou avec un mécanisme qu'on appelle la tectonique des plaques, le fait en question est très cohérent parce que finalement, vous voyez la petite carte, l'Afrique et l'Amérique au Permien sont collés, et ce que nous voyons comme étant des faunes et flores identiques, eh bien c'est la même formation géologique qui était unie au début et qui a été séparée depuis par la dérive des continents. Donc le fait en question est cohérent dans la théorie numéro 1. Il est moins cohérent dans la théorie numéro 2. Qu'est-ce que c'est que la théorie numéro 2? C'est la fixité des continents. L'Amérique du Sud et l'Afrique occupaient au Permien la même position qu'elles occupent aujourd'hui. Et dès lors, eh bien, ce fait n'est pas cohérent. Comment expliquer qu'une faune et une flore aquatiques, d'eau douce et même terrestre, incapables de traverser un océan Atlantique à la nage, comment cette faune et cette flore peuvent-ils se retrouver sur deux continents qui étaient séparés par 4000 km à l'époque du Permien?
eh bien, on a inventé ce qu'on appelait, à l'époque des époux Termier, Henri et Geneviève Termier, les ponts continentaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les ponts continentaux, ce sont des pointillés qu'on trace entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et on dit, ben voilà un pont continental qui explique le passage des faunes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique au Permien. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les ponts continentaux ne sont pas documentés sur le plan géologique. Il n'y a aucune trace de ces ponts dans le fond des océans. Et donc, c'est ce qu'on appelle une hypothèse ad hoc, une hypothèse faite pour soutenir ou contrecarrer l'effet contradicteur des deux des formations fossiles. Vous voyez qu'une théorie qui a des hypothèses surnuméraires possède ce qu'on appelle un défaut de parcimonie parce que justement, elle n'est pas cohérente. Et que donc la parcimonie et la cohérence, c'est une seule et même fonction. Plus il y a d'hypothèses contradictoires entre elles, plus il y a de faits contradictoires entre eux, plus il y a besoin d'hypothèses surnuméraires non documentées pour annuler l'effet contradicteur des faits entre eux. Et donc plus une théorie est contradictoire, moins elle est cohérente, moins elle est parcimonieuse. Plus les faits s'accordent entre eux, moins il y a besoin d'en rajouter, en quelque sorte, des hypothèses. Donc une théorie parcimonieuse est en même temps une théorie cohérente. Alors, si les faits et les théories fonctionnent ensemble, comment faisons-nous pour changer de théorie? Nous préférons les théories les plus cohérentes. Donc les théories ne sont pas des dogmes, contrairement à ce que disent les sites en question. Dernier point, confusion entre les résultats scientifiques acquis collectivement et les options métaphysiques personnelles. Ceci est relativement cadré, et ça sera un point de conclusion extrêmement fort, parce que vous reconnaîtrez tous les créationnismes, qu'ils soient philosophiques ou scientifiques, à cette caractéristique selon laquelle ils confondent le cadre personnel des options métaphysiques et le cadre collectif de la validation des savoirs scientifiques. Je l'ai déjà dit, les sciences procèdent d'un universalisme non dogmatique. C'est la même chose pour les sciences de l'évolution darwiniennes aujourd'hui. Sur le cadre personnel, chacun est libre d'élaborer ou non, d'ailleurs, pour soi, un agencement métaphysique qui lui est particulier, avec des résultats des sciences. Mais cela ne constitue pas une connaissance objective pour autant. Ça relève de votre liberté personnelle, garantie par l'État d'ailleurs. Liberté de conscience. Cadre collectif, eh bien, à titre collectif, en tant que profession organisée, les scientifiques ne font pas n'importe quoi. La validation des savoirs scientifiques passe par une procédure collective qui implique un scepticisme initial sur les faits, un réalisme de principe, un matérialisme de méthode et une rationalité à l'œuvre. Dans une neutralité métaphysique, je vous l'ai déjà dit. Eh bien, vous reconnaîtrez les spiritualismes englobants sophistiqués d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la John Templeton Foundation ou de l'Université interdisciplinaire de Paris, qui se font aujourd'hui les grands défenseurs de la science face au créationnisme. Méfiez-vous, les manipulations, elles sont là. Ils vous disent « Attendez, nous sommes les meilleurs, nous sommes les sauveurs de la science face aux créationnistes, parce que nous faisons dialoguer la science avec la religion. » Eh bien, le dialogue ne se passe pas n'importe comment. Ces gens-là passent leur temps à confondre le cadre personnel et le cadre collectif. Et on voit dans les congrès de ces organisations des scientifiques payés par l'État se servir d'une science pour promouvoir leurs options métaphysiques personnelles. Et là, il y a quelque part viol du contrat. Le contrat collectif qu'on avait tacitement et implicitement signé. Alors, je vous l'accorde. On jure pas sur Darwin quand on arrive scientifique pour faire une carrière. Il n'y a pas de code de conduite écrit dans un livre. Ce sont des pratiques qui sont tacitement et implicitement acceptées. Mais il est bon de les expliciter, parce que tant que nous, scientifiques, nous n'aurons pas le courage de les expliciter, ou le courage ou la volonté d'y passer du temps en tout cas, eh bien nous laissons le terrain à ces organisations qui, je vous le garantis, instrumentalisent notre métier. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis devant vous ce soir. Le mode d'emploi, il est là. Le mode d'emploi de Darwin, c'est le mode d'emploi des sciences. Et si la théorie darwinienne de l'évolution est niée aujourd'hui, c'est bien parce que un travail épistémologique de fond est à l'œuvre aujourd'hui pour redéfinir le contrat que les scientifiques ont passé avec la connaissance. Ce travail, il relève de ce que j'appellerais un scientisme paradoxal. Pour les spiritualistes, aujourd'hui, et quand je dis spiritualiste, j'englobe l'ensemble des créationnistes, tout doit être expliqué par tous les moyens. Alors en blanc, là c'est vraiment caricatural, en blanc c'est ce qui est connu, en noir c'est ce qui est inconnu. Tout est expliqué par tous les moyens, et donc le monde doit être blanc parce que je suis angoissé. Je demande aux sciences de répondre à une angoisse, et donc j'exige que les sciences m'expliquent tout. Et vous voyez ça dans les cours d'école. Dans les cours d'école, s'il y a un enfant qui est sceptique,
Waouh, vous avez vu les émissions sur les soucoupes volantes? Ah ouais, les soucoupes volantes, ah oui, c'est prouvé scientifiquement. L'autre qui dit, bah non, statistiquement, ici, on manque de données. Oh, toi, ça va, hein, vous les scientifiques, vous expliquez pas tout, alors ça va, hein, et camembert. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il arrive fréquemment sur les plateaux télévisés que les sciences soient récusées au motif qu'elles n'expliquent pas tout, ce qui est le comble quand on y pense, parce que si on a bien compris notre métier, si on y travaille, c'est qu'on sait bien qu'on n'explique pas tout. Donc c'est terrible cette perception qu'a le public, certains publics des sciences, de récuser les sciences au motif qu'elles n'expliqueraient pas tout. C'est précisément parce que ce public-là, en tout cas, s'attend à ce qu'on explique tout de suite. Et puis quand il y a des trous qui sont laissés dans les connaissances, c'est intolérable. Les trous sont un motif de récusation des sciences, et les trous apparaissent à leurs yeux comme une justification de ce que Jean Gaillon a appelé le dieu des trous. Rappelez-vous, Jean Gaillon, la semaine dernière, a baissé son micro, il a baissé les bras. Ça m'a fait plaisir. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce dieu des trous? Même les théologiens ne le justifient pas. C'est une perversion épistémologique. Le dieu des trous, c'est qu'on n'a pas compris comment les sciences fonctionnent. Les sciences, c'est l'inverse. On sait très bien que la plupart du monde réel est inexpliqué et que notre travail, il est sur la frontière entre l'expliqué et l'inexpliqué. Si tout devait être expliqué tout de suite par n'importe quel moyen, moi j'arrêterais de travailler. Les scientifiques, ce qu'ils disent par contre, c'est que tout est potentiellement explicable selon certains moyens, les moyens que j'ai cités, les 4 piliers. Donc vous voyez la différence entre un scientisme, parce qu'on convoque les sciences sur des terrains où elles n'ont pas à venir travailler, c'est-à-dire nous rassurer, paradoxal parce qu'on va tuer les sciences pour leur faire répondre en quelque sorte à des questions qui ne sont pas les leurs. Identifier le périmètre des sciences, c'est un motif explicité, surtout le périmètre des sciences, c'est un motif extrêmement puissant pour que vous ayez le bon mode d'emploi de Darwin ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs, car le mode d'emploi de Darwin, c'est le mode d'emploi des sciences. Merci.